tu aurais dû apporter des encas. Nous n'allons pas commander pour toi, ont dit mes parents, pendant que ma sœur mangeait un homard et un steak à 210 €. Tout le monde a ri, sauf moi. Juste après ça, je me suis levé et j'ai annoncé quelque chose. Les rires se sont tus et ils ont commencé à perdre l'appétit. Je suis Thérèse Leclerc, j'ai 32 ans, une femme qui pensait s'être habituée à être ignorée par sa famille jusqu'à ce qu'une nuit change tout. Cette nuit-là, c'était le 30e anniversaire de mariage de mes parents, célébré dans une petite salle communale à Lille. Cela aurait dû être une soirée chaleureuse et pleine d'amour, mais pour moi, c'est devenu le point le plus bas de notre dynamique familiale. Alors que tout le monde riait et bavardait, ma mère a posé une assiette vide devant moi, son sourire froid comme la glace. Tu aurais dû apporter des encas. Nous n'allons pas commander pour toi, a-t-elle dit, son ton léger mais dégoulinant de mépris. À côté d'elle, ma sœur savourait un homard et un steak à 210 €, son expression suffisante me rappelant silencieusement ma place. Mon père a gloussé, ses yeux pétillants d'amusement, et toute la table a éclaté de rire. Tout le monde, sauf moi. Je suis restée assise, agrippant le bord de ma chaise, le visage brûlant d'humiliation et de colère. Ils s'attendaient à ce que je sourie à nouveau, que j'encaisse comme je l'avais toujours fait. Ma sœur s'est penchée en arrière, coupant son steak tout en se prélassant sous l'éclat de leur louange. Et la voix de ma mère a de nouveau percé l'air, tranchante et délibérée. Thérèse, ne fais pas de scène. Mais cette fois, je n'étais pas la même Thérèse obéissante qu'il pensait que j'étais. Quelque chose en moi a cédé après des années à être traitée comme une moins que rien. Je me suis levé, les mains tremblantes mais le regard ferme, et j'ai annoncé quelque chose qui a fait se figer chaque fourchette en l'air. Les rires ont cessé instantanément. Les sourires suffisants ont disparu, et j'ai vu le choc s'élargir dans les yeux de ma sœur. Pour la première fois de ma vie, tous les regards dans la pièce étaient tournés vers moi, non pas par pitié, mais par une incrédulité stupéfaite. Ce que j'allais dire allait tout changer. Et à partir de ce moment-là, plus personne à cette table ne pourrait de nouveau apprécier son repas. Avant de continuer avec le reste de mon histoire, laissez un commentaire et dites-moi quelle heure il est là où vous êtes et de quelle ville vous regardez. J'aimerais savoir jusqu'où mon histoire a voyagé. 2 jours avant la fête d'anniversaire, je jonglais avec une douzaine de tâches pour rendre la célébration du 30e anniversaire de mariage de mes parents parfaite. Fraîchement divorcé, je tentais encore de reconstruire ma vie. Pourtant, j'ai réservé la salle communale de Lille, commandé des lis blancs et coordonné le traiteur pour 50 invités. Ma mère, Pascal, a à peine reconnu mes efforts, son attention rivée sur son téléphone, envoyant des textos au sujet des décorations. Je ne m'attendais pas à un merci, mais son indifférence m'a blessé. Pendant ce temps, ma sœur, Bénédicte, est entrée nonchalamment, exhibant un nouveau sac de créateur que mes parents lui avaient offert. Ils avaient aussi remboursé son prêt automobile le mois dernier, alors que j'étais coincé à payer leurs factures d'électricité et d'eau chaque mois sans un mot de gratitude. Bénédicte, de quelques années mon aînée, s'imprégnait de leur louange comme si c'était son droit de naissance, son rire remplissant la maison tandis que mon père, Édouard, hochait la tête en signe d'approbation. Je gardais la tête baissée, pliant des serviettes pour la fête, mais le poids de leur favoritisme se faisait plus lourd chaque jour. Je payais leurs factures d'internet et d'épicerie depuis des années, depuis que j'étais revenu à la maison pour stabiliser mes finances. Pourtant, ils n'ont jamais proposé de participer ou même reconnu mes contributions. Au lieu de cela, Pascal rayonnait en écoutant les histoires de Bénédicte sur son travail dans la banque tandis qu'Édouard lui tapait dans le dos pour avoir décroché un gros client. Mon rôle, invisible, comme toujours. Ce soir-là, alors que je frottais la vaisselle dans la cuisine, mon téléphone a sonné, signalant un courriel de Bruno Picard, un ancien collègue de mon travail de bureau. Son message était court mais glaçant. Il avait entendu des rumeurs à l'ancienne firme selon lesquelles Pascal avait détourné de l'argent d'un fonds d'investissement familial des années auparavant. Il n'avait pas de preuves, juste des chuchotements d'un comptable à la retraite qui avait vu des transferts douteux. Mon estomac s'est noué. Était-ce pour cela qu'il comptait sur moi pour les factures? Cachait-il quelque chose de plus gros? J'ai attendu que Pascal soit hors de portée de voix et j'ai acculé Édouard dans le salon. Pourquoi suis-je toujours celle qui paie pour tout, ai-je demandé, ma voix ferme mais tranchante. Il a haussé les épaules, les yeux fixés sur la télévision. Tu as un travail, non? C'est juste la famille qui est de la famille. Son dédain m'a frappé comme une gifle. J'ai insisté, posant des questions sur le fonds familial mentionné par Bruno. Le visage d'Édouard s'est crispé et il a marmonné, ne cherche pas les ennuis.
Puis il est parti, me laissant planter là, les poings serrés. Le courriel de Bruno continuait de me tourmenter. Je l'ai relu, mon esprit s'emballant. Pascal avait toujours été évasive au sujet de l'argent, détournant les questions avec un sourire ou un changement de sujet rapide. Les cadeaux somptueux de Bénédicte, les prêts remboursés, rien de tout cela n'avait de sens. J'avais été leur béquille financière, pourtant ils me traitaient comme une étrangère. Plus j'y pensais, plus je me sentais utilisé, comme un pion dans un jeu que je ne comprenais pas. Cette nuit-là, allongé, éveillé, dans ma vieille chambre, je ne pouvais me défaire du soupçon que Pascal cachait quelque chose de sombre. Le refus d'Édouard de parler n'a fait qu'approfondir mon malaise. Je ne couvrais pas seulement leurs factures, je payais le prix de leurs mensonges. En préparant mon sac pour la fête, j'ai résolu de les observer de près. Quelque chose n'allait pas, et le courriel de Bruno était la première fissure dans leur façade. Je ne savais pas ce que j'allais découvrir, mais j'en avais fini d'être leur paillasson. La fête serait plus qu'une célébration. Ce serait le début de mon combat pour des réponses. Le matin de la fête, je suis arrivé à la salle communale de l'île avant le lever du soleil, vérifiant chaque détail pour m'assurer que la célébration du 30e anniversaire de mes parents se déroulerait sans accroc. J'ai ajusté les nappes, arrangé les centres de table et confirmé la livraison des apéritifs et des plats principaux par le traiteur. J'avais déjà payé un tiers du coût de la salle avec mes économies, un fait que ma mère, Pascal, n'avait pas mentionné lorsqu'elle avait appelé pour confirmer la liste des invités. Sa voix au téléphone était purement professionnelle, sans chaleur, comme si mes heures de travail étaient attendues, et non appréciées. J'ai ignoré cela, me concentrant sur la tâche, mais la morsure d'être négligé persistait. De retour à la maison, Pascal s'agitait autour du plan de table pendant que Bénédicte se pavanait, un nouveau collier scintillant pendant à son cou. Maman et papa m'ont offert ça pour avoir obtenu cette promotion, a-t-elle dit, son sourire suffisant alors qu'elle ajustait la chaîne. J'ai hoché la tête, la mâchoire serrée, sachant que je n'avais jamais reçu ne serait-ce qu'un merci pour avoir payé leur facture de service public. Mes parents avaient déversé de l'argent dans la vie de Bénédicte, sa voiture, ses dettes pendant que je réglais leurs dépenses ménagères sans un regard. Quand j'ai mentionné la compte du traiteur que j'avais couvert, Pascal m'a interrompu. « Tu dois payer la totalité de la facture pour la fête, a-t-elle dit, son ton sec. C'est ta responsabilité en tant que membre de la famille. » J'ai cligné des yeux, stupéfaite, mes mains s'arrêtant sur une pile de serviettes. « J'ai déjà payé une partie, ai-je dit, ma voix s'élevant. Pourquoi est-ce toujours moi ? » Mon père a entendu et a laissé échapper un rire sec depuis le canapé. « Tu es trop sensible, a-t-il dit, agitant une main comme si ma plainte était une mouche à écraser. Bénédicte a souri d'un air narquois, faisant tournoyer son collier, sans prendre la peine d'intervenir. Le dédain me brûlait. J'avais passé des semaines à planifier, puisant dans mon compte pour rendre leur journée spéciale. Pourtant, ils agissaient comme si ce n'était rien. Je me suis retiré dans la cuisine, la poitrine serrée, me sentant comme une étrangère dans ma propre famille. Le collier de Bénédicte brillait dans mon esprit, un symbole de leur favoritisme, tandis que mes contributions étaient balayées d'un revers de main. Je voulais les confronter, exiger pourquoi Bénédicte recevait des cadeaux alors que je recevais des exigences. Mais je me suis retenu, sachant que cela déclencherait une dispute avant la fête. Cet après-midi-là, alors que je chargeais des chaises dans ma voiture pour la salle, mon téléphone a sonné. C'était Suzanne, notre voisine. Sa voix était basse et prudente. Elle avait entendu Pascal à un club de lecture, se vantant de la réussite de Bénédicte grâce à leur soutien. Elle ne t'a pas mentionné une seule fois, a dit Suzanne, son ton désolé. Tout ce dont elle parlait, c'était la promotion de Bénédicte, sa nouvelle voiture, à quel point ils sont fiers. Ma prise sur le téléphone s'est resserrée. Les vantardises de Pascal sur Bénédicte tout en ignorant mes sacrifices étaient comme un couteau qu'on tournait plus profondément dans la plaie. Suzanne a hésité, puis a ajouté, « J'ai juste pensé que tu devrais savoir comment elle parle quand tu n'es pas là. » L'appel s'est terminé, mais les mots de Suzanne résonnaient. Je suis resté près de ma voiture, la pile de chaises oubliées, tandis que la colère montait. L'exigence de Pascal que je paie la totalité de la facture, le rire d'Édouard, la suffisance de Bénédicte, tout s'est télescopé. Je n'étais pas seulement ignoré. J'étais effacé. Le sentiment d'injustice que j'avais étouffé pendant des années était maintenant un rugissement. J'ai conduit jusqu'à la salle, les mains tremblantes, résolu à les affronter ce soir. Il ne s'agissait plus seulement d'une fête. Il s'agissait d'années à être considérées comme acquises.
Quelque chose devait céder. Alors que la fête commençait, j'ai pris ma place à la table familiale, l'estomac noué par les frustrations de la matinée. La salle communale de l'île bourdonnait de 50 invités, leur bavardage et le tintement des verres remplissant l'air. J'ai balayé la salle du regard, espérant un moment de reconnaissance, mais Pascal était occupé à saluer une vieille amie, son sourire large alors qu'elle racontait des histoires de leur jeunesse. Édouard se tenait à proximité, riant avec un cousin à propos de son ancien magasin de meubles, sa voix tonitruant au-dessus de la foule. Bénédicte, assise en face de moi, monopolisait l'attention, régalant un groupe de parents avec les récits de son dernier succès bancaire. Sa robe de créateur captait la lumière, un cadeau de Pascal et Édouard, sans aucun doute. J'ai ajusté ma serviette, me sentant comme une étrangère à la célébration du 30e anniversaire de mes propres parents. Mes semaines de planification étaient invisibles pour tout le monde. Pascal m'a appelé pour verser du vin à un invité, son ton sec comme si j'étais du personnel, et non de la famille. J'ai obéi, ravalant une réplique, mais l'affront m'a piqué. En retournant à ma place, Bénédicte s'est penchée vers un cousin, se vantant de sa promotion, sa voix assez forte pour être entendue. « Ils sont si fiers de moi », a-t-elle dit, jetant un coup d'œil à Pascal, qui a hoché la tête avec enthousiasme. Édouard est intervenu. Bénédicte a toujours été une star. J'ai serré mon verre, leur louange pour elle faisant écho au silence qu'ils m'offraient. Je payais leurs factures depuis des années, électricité, épicerie, internet. Pourtant, j'étais là, à verser du vin pendant qu'ils la célébraient. L'injustice bouillonnait, une colère silencieuse montant dans ma poitrine. J'ai essayé de me joindre à la conversation, mentionnant le traiteur que j'avais organisé, mais Pascal m'a écarté d'un geste de la main, se tournant pour complimenter le choix de boucles d'oreilles de Bénédicte. Édouard n'a même pas jeté un regard dans ma direction, trop occupé à porter un toast à un voisin. Le dédain pesait comme un poids, s'alourdissant à chaque rire qui n'était pas pour moi. Je fixais mon couvert vide, pas d'assiette, pas de nourriture, juste une fourchette et un verre. Puis Pascal s'est penché sur la table, les yeux brillants, et a glissé une assiette vide devant moi. « Tu aurais dû apporter des encas », a-t-elle dit, sa voix acérée de moquerie. « Nous n'avons rien commandé pour toi. » La table a éclaté de rire, et Bénédicte, savourant un homard et un steak à 210 €, a affiché un sourire suffisant, sa fourchette brillant alors qu'elle prenait une autre bouchée. Les mots m'ont profondément blessé, une pique publique qui faisait écho à des années de mise à l'écart. Édouard rayonnait en regardant Bénédicte, disant « C'est notre Bénédicte. Toujours la grande classe. » Pascal a hoché la tête, ses yeux pétillants alors qu'elle louait le choix de plat de Bénédicte. Mes doigts se sont crispés en poing sous la table, la morsure de leur favoritisme écrasante. Le sourire suffisant de Bénédicte s'est élargi alors qu'elle coupait son steak, comme si mon humiliation faisait partie du repas. Le rire des invités s'est estompé en un rugissement sourd, le tintement de leur verre servant de toile de fond à ma colère montante. Puis Pascal a de nouveau parlé, son ton désinvolte mais ferme. « Thérèse, tu couvres la facture pour ça, n'est-ce pas ?» Édouard a hoché la tête, son expression suffisante. « La famille se serre les coudes », a-t-il dit, sans me regarder. L'audace de la chose s'attendre à ce que je paie pour leur fête somptueuse après avoir ignoré ma contribution a fait céder quelque chose en moi. J'avais trop longtemps avalé leur mépris, toujours celle qui se sacrifiait pendant qu'ils adulaient Bénédicte. Mes mains tremblaient alors que je repoussais ma chaise, le crissement faisant taire la tablée. Je me suis levé, ma voix ferme mais forte. « Pascal, Édouard, ai-je dit, les regardant droit dans les yeux. Vous allez payer cette fête vous-même. Et j'ai fini de payer vos factures. Absolument toutes. » La pièce s'est figée. Les fourchettes planaient. Les verres s'immobilisèrent, et toutes les têtes se tournèrent. Le sourire de Bénédicte a disparu, remplacé par un regard perçant, ses lèvres s'entr'ouvrant comme pour répliquer. Le visage de Pascal s'est durci, ses yeux se plissant. « Thérèse, assieds-toi » a-t-elle sifflé, mais je n'ai pas bougé. La suffisance d'Édouard a vacillé, son front se plissant alors qu'il se penchait en avant, pris au dépourvu. Les invités se sont agités, leur chuchotement s'éteignant dans un silence tendu. Bénédicte a posé sa fourchette, son regard glacial, comme si j'avais enfreint une règle tacite. L'air est devenu lourd, la chaleur de la célébration remplacée par un frisson. Je me suis redressé, mon pouce accélérant même ma résolution inébranlable. Leur sentiment que tout leur était dû m'avait poussé trop loin. J'avais porté leur fardeau financier pendant des années, croyant que c'était mon devoir.
Mais ce moment l'assiette vide, l'exigence de paiement, la suffisance de Bénédicte a rendu les choses claires. Je n'avais pas seulement fini de payer. J'avais fini d'être leur paillasson. Pascal a ouvert la bouche, probablement pour me gronder, mais j'ai levé la main. C'est fini, ai-je dit, ma voix ferme. Vous en avez assez pris. Les invités ont échangé des regards mal à l'aise, certains chuchotant, d'autres regardant avec des yeux écarquillés. Le regard de Bénédicte tenait bon, mais j'ai vu de l'inquiétude dans ses yeux. Édouard a toussé, essayant de reprendre le contrôle, mais sa confiance avait disparu. Les lèvres de Pascal se sont pressées en une ligne fine, ses mains agrippant sa serviette. Leur façade de famille parfaite s'effritait, et c'était moi qui la dénouais. Je me suis rassise, le cœur battant, sachant que j'avais tracé une ligne qui changeait tout. Leur suffisance avait volé en éclats, et pour la première fois, j'ai senti le pouvoir de ma propre voix. Le lendemain matin, j'ai fait ma valise dans le silence de ma vieille chambre, chaque chemise pliée étant un pas vers le départ. En bas, Pascal se tenait dans la cuisine, les bras croisés, le visage fermé par une grimace de mécontentement. « Tu nous as embarrassés devant tout le monde », a-t-elle dit, sa voix basse et sèche. « Si tu ne peux pas respecter cette famille, tu dois partir. » Édouard, appuyé contre le comptoir, a hoché la tête en signe d'accord, les yeux fixés sur sa tasse de café. « Tu as provoqué une scène, Thérèse, a-t-il dit, son ton froid. Nous n'avons pas besoin de ce genre de problème ici. Je me tenais dans l'embrasure de la porte, la poignée de ma valise me mord dans la paume, et je leur ai fait face. Je n'ai fait que vous soutenir, ai-je dit, ma voix stable malgré la douleur dans ma poitrine. J'ai payé vos factures, organisé votre fête, et je n'ai reçu que de la moquerie en retour. La grimace de Pascal s'est accentuée, et elle a lancé sèchement, tu exagères. Nous avons toujours été là pour toi. Édouard n'a pas levé les yeux, se contentant de remuer son café comme si mes paroles étaient sans importance. Leur dédain me piquait, mais je m'y attendais. Des années à être ignoré m'avaient endurci à leur indifférence. Bénédicte est apparue du salon, son expression dure. « Tu es si égoïste, Thérèse », a-t-elle dit, sa voix suintant le dédain. « Tu n'apprécies pas tout ce que maman et papa ont fait pour toi. » Je l'ai regardée, stupéfaite par l'accusation. « Apprécier quoi ?» ai-je rétorqué. « Payer ton prêt auto pendant que je couvre leurs courses ? Me faire jeter une assiette au visage pendant qu'on te couvre de louanges ?» Les yeux de Bénédicte se sont plissés, mais elle n'a pas répondu, se contentant de croiser les bras et de se tenir à côté de Pascal comme pour choisir son camp. La pièce semblait plus petite, l'air épais de leur front unis contre moi. Je me suis détourné, la gorge serrée, et je suis sorti pour me changer les idées. Assise sur le porche, j'ai appelé Hélène, ma meilleure amie, mes mains tremblant alors que je racontais la fête, l'assiette vide et l'ultimatum du matin. Hélène a écouté en silence, sa voix chaleureuse quand elle a finalement parlé. « Thérèse, tu ne mérites pas ça, a-t-elle dit. Ils t'ont considérée comme acquise depuis trop longtemps. » Ces paroles étaient une bouée de sauvetage, me tirant du bord du doute. Elle a fait une pause, puis a ajouté, « Tu devrais aller chez Martine. » Elle a eu ses propres problèmes avec Pascal. Elle comprendra. Martine, ma tante, s'était éloignée de Pascal des années auparavant après une dispute au sujet de l'argent de la famille. L'idée a fait naître une lueur d'espoir. J'ai remercié Hélène, son soutien me redonnant pied, et j'ai raccroché. De retour à l'intérieur, j'ai fait face à Pascal et Édouard une dernière fois. « Je pars », ai-je dit, ma voix ferme. « Vous pouvez gérer vos propres dépenses à partir de maintenant. » Les yeux de Pascal se sont écarquillés, mais elle n'a pas parlé. Édouard a marmonné, « Tu le regretteras », mais ces mots manquaient de conviction. Bénédicte a ricané, secouant la tête comme si ma décision était un affront personnel. Je n'ai pas argumenté. J'en avais assez dit. Saisissant ma valise, j'ai emballé quelques essentiels des vêtements, une photo de ma grand-mère décédée, mon ordinateur portable et j'ai franchi la porte. La matinée à Lille était fraîche, la rue calme alors que je chargeais ma voiture. Mon cœur battait, non pas de peur, mais de résolution. Partir n'était pas seulement quitter leur maison, c'était reprendre ma vie en main. J'avais passé des années attaché à leurs attentes, croyant que je leur devais mon soutien. Mais leur rejet, leur demande que je parte, m'avait libéré. Je suis parti en voiture, la maison rapetissant dans mon rétroviseur, mon esprit fixé sur la maison de Martine de l'autre côté de la ville. Je ne savais pas ce qui allait suivre, mais pour la première fois, je me sentais allégé,
prête à construire une vie où je n'étais pas invisible. Le soir venu, j'ai frappé à la porte de Martine, ma valise lourde à la main. Elle m'a accueilli dans son confortable appartement de Lille, son sourire chaleureux contrastant vivement avec la froideur que j'avais laissée derrière moi. Assise à sa table de cuisine, j'ai déballé toute l'histoire de la fête d'anniversaire, l'assiette vide, la moquerie de Pascal, l'exigence de tout payer, et ma décision de couper les ponts. Martine a écouté attentivement, ses yeux doux de compréhension, hochant la tête alors que je décrivais des années à être éclipsé par Bénédicte. « Tu as porté trop de choses pendant trop longtemps », a-t-elle dit, sa voix posée. « Il est temps que tu te mettes en premier. » Ces mots ont enlevé un poids de mes épaules, le soulagement d'être entendu m'envahissant. Martine s'est levée, récupérant une boîte de vieux documents de famille dans un placard. « J'ai gardé ça depuis ma dispute avec Pascal », a-t-elle dit en fouillant dans des papiers jaunis. Elle a sorti un dossier intitulé « Fonds en fiducie familiale » et a étalé son contenu sur la table. Alors que nous examinions les pages, mon souffle s'est coupé. Là, parmi les registres financiers, se trouvait un document de transfert daté de plusieurs années, portant la signature de ma grand-mère ou ce qui y ressemblait. Le visage de Martine s'est crispé. « Ce n'est pas son écriture », a-t-elle dit en montrant les boucles inégales. Pascal l'a falsifié pour retirer de l'argent du fonds. Mon cœur s'est emballé. L'argent destiné à toute la famille avait été vidé, et le nom de Pascal était lié à chaque retrait. Avant que je puisse digérer la découverte, mon téléphone a sonné, signalant un courriel d'Hélène. Elle avait fouillé dans les anciens dossiers de l'entreprise de Pascal après notre appel, faisant jouer ses relations avec un ancien collègue. En pièces jointes se trouvaient des registres numérisés de l'époque où Pascal était directrice financière, montrant des transferts non autorisés vers un compte lié à son nom. C'est suffisant pour prouver qu'elle a détourné des fonds, a écrit Hélène. J'ai fixé l'écran, les preuves s'alignant avec les découvertes de Martine. Pascal n'avait pas seulement favorisé Bénédicte, elle avait trahi toute la famille. La trahison me piquait, mais elle a aussi aiguisé ma résolution. Je ne partais pas seulement, je découvrais la vérité. Martine n'a pas hésité. Nous devons porter cela devant un avocat, a-t-elle dit, composant déjà le numéro de Maître Thomas Renaud, un avocat qu'elle connaissait depuis des années. Maître Renaud a écouté tandis que Martine expliquait la signature falsifiée et les documents d'Hélène, sa voix calme mais sérieuse au travers du haut-parleur. C'est un motif de poursuite en justice, a-t-il dit. Nous pouvons déposer une plainte pour fraude et exiger un audit du fonds. Il a décrit les étapes, rassembler plus de preuves, rédiger une plainte et signifier les papiers à Pascal. Martine a hoché la tête, sa détermination contagieuse. Nous la tiendrons pour responsable, a-t-elle dit en me regardant. J'ai acquiescé, ma voix ferme, sachant que cela dépassait mes griefs personnels. Alors que Martine et Maître Renaud planifiaient, mon téléphone a de nouveau vibré. Un texto de Stéphane, le mari de Bénédicte, est apparu. « Thérèse, s'il te plaît, n'envenime pas les choses. Tu déchires la famille. » Ces mots portaient une pointe de désespoir, mais ils n'ont fait qu'alimenter ma colère. Stéphane n'avait pas été à la fête, n'avait pas vu l'assiette vide, ni entendu les exigences de Pascal. J'ai fini de les protéger, ai-je répondu par texto, mes doigts stables. Ils ont fait leur choix. J'ai appuyé sur envoyer, ressentant une vague de conviction. Les actions de Pascal n'étaient pas seulement injustes, elles étaient illégales, et je ne reculerai pas. Martine m'a serré la main, ses yeux féroces. « Tu fais ce qu'il faut », a-t-elle dit. Les documents sur la table, le courriel d'Hélène et le plan de Maître Renaud formaient une voie à suivre. La signature falsifiée était la dernière pièce, la preuve que la trahison de Pascal était plus profonde que je ne l'avais imaginé. Je ne reprenais pas seulement ma vie en main. Je me battais pour la justice. Alors que la nuit tombait sur l'île, j'ai ressenti une force tranquille, prête à affronter tout ce qui allait suivre. Une semaine plus tard, mon téléphone vibrait de messages alors que je m'installais dans la chambre d'amis de Martine. Le texto de Pascal a été le premier à attirer mon attention. « Tu détruis cette famille avec ton procès. Laisse tomber maintenant. » Ces mots portaient la même dureté qu'elle avait utilisée à la fête, mais ils ne m'ébranlaient plus. J'ai supprimé le message, ma résolution ferme. Sur les réseaux sociaux, Bénédicte avait publié une tirade cinglante, me traitant de traîtresse et d'égoïste pour avoir poursuivi notre mère en justice. Ses abonnés en ont rajouté, leurs commentaires blessants mais prévisibles. J'ai fait défiler, refusant d'engager la conversation.
Leur tentative de me faire culpabiliser ne faisait que renforcer ma détermination à aller jusqu'au bout. Le tribunal de Lille était austère, ses bancs en bois remplis d'une petite foule alors que l'audience commençait. Martine se tenait droite, présentant le document de fiducie falsifié et les registres d'Hélène au juge. Sa voix était posée, détaillant comment Pascal avait détourné des fonds destinés à la famille. Le visage du juge est resté impassible, mais lorsque Martine a montré les signatures discordantes, un murmure a parcouru la salle. Pascal, assise de l'autre côté de l'allée, regardait droit devant elle, la mâchoire serrée. Le représentant de la banque a confirmé qu'ils avaient gelé ses comptes en attendant l'enquête, une mesure qui l'a frappé comme un coup visible. Je me suis assise à côté de Martine, le cœur calme, sachant que nous avions exposé la vérité. Après l'audience, je me suis dirigé vers un café voisin, ayant besoin d'un moment pour respirer. Édouard attendait là, son visage ridé d'inquiétude. « Thérèse, parlons » a-t-il dit, sa voix plus douce que je ne l'avais jamais entendue. « Ce procès nous déchire. Ne pouvons-nous pas régler ça en famille ?» Sa supplique m'a prise au dépourvu, mais elle sonnait creux. J'ai pensé aux années où j'avais payé leurs factures. L'assiette vide à la fête. Le silence quand j'avais besoin de soutien. Vous avez eu votre chance d'être juste, ai-je dit, mon ton égal. J'ai fini de vous porter tous. Les épaules d'Édouard se sont affaissées, et il a détourné le regard, n'ayant aucun contre-argument à offrir. J'ai quitté le café, mais pas plus léger, libéré de sa demande. De retour chez Martine, j'ai trouvé une lettre de la banque qui attendait sur la table de la cuisine. Elle confirmait que les fonds de la fiducie avaient été restitués au nom de Martine, une victoire qui ressemblait à une correction qui n'avait que trop tardé. Martine m'a serré dans ses bras, ses yeux brillants. « On l'a fait » a-t-elle dit, sa voix épaisse de soulagement. L'argent n'était pas seulement à elle. C'était un morceau de l'héritage de notre famille volé et maintenant récupéré. J'ai hoché la tête, une fierté tranquille s'installant en moi. La trahison de Pascal avait été mise à nu, et j'avais tenu bon tout au long du processus. Le tribunal ce jour-là n'était pas seulement une question d'argent, c'était une question de justice. Les messages de Pascal, les publications de Bénédicte, la supplique d'Édouard, ils ne pouvaient pas défaire la vérité. Je m'étais battu pour ce qui était juste, et pour la première fois, je me sentais vraiment libéré de leur ombre. 6 mois plus tard, j'ai déverrouillé mon nouvel appartement à Lille, la clé étant un petit symbole de mon nouveau départ. L'espace était modeste mais à moi, rempli de lumière et de la promesse tranquille de l'indépendance. J'avais coupé tout contact avec Pascal, Édouard et Bénédicte, bloquant leurs numéros et ignorant leur tentative de me joindre. Mon téléphone, autrefois une source constante de leurs exigences, restait maintenant silencieux, et je ressentais une paix que je n'avais pas connue depuis des années. J'ai arrangé mes quelques affaires, une bibliothèque, un canapé d'occasion, une photo de ma grand-mère décédée et j'ai laissé le poids du passé s'évanouir. Des nouvelles me sont parvenues par Martine que Pascal et Édouard avaient perdu leur maison. Les retombées du procès les ont laissés en faillite, leurs économies drainées par les frais de justice et les comptes gelés. Ils avaient déménagé dans une location exiguë de l'autre côté de la ville, bien loin de la maison que j'avais autrefois aidé à entretenir. Je n'ai ressenti aucune satisfaction, seulement une douleur lointaine pour ce qui aurait pu être. Leur choix les avait conduits ici, tout comme les miens m'avaient conduite à ce nouveau départ. La vie de Bénédicte s'était également effondrée. Martine a appris d'un ami commun que Bénédicte avait été licencié de son poste à la banque, sa réputation ternie après le scandale du fonds en fiducie. Elle et Stéphane, ainsi que leurs enfants, étaient maintenant entassés dans la petite maison de ses parents, un contraste frappant avec son style de vie autrefois glamour. Je ne me suis pas attardé sur sa chute. C'était une conséquence de sa complicité, pas ma vengeance. J'avais dépassé leur monde, concentré sur la construction du mien. Martine m'a appelé un après-midi, sa voix chaleureuse mais sérieuse. « Je te mets en charge du fonds en fiducie familiale » a-t-elle dit. « Tu l'as mérité. » Les fonds restaurés, maintenant en sécurité à son nom, avaient besoin de quelqu'un de stable pour les gérer, et elle me faisait confiance. J'ai accepté, reconnaissante de sa foi. Les revenus de la fiducie m'ont donné un coussin financier, me permettant de payer le loyer et de commencer un plan d'épargne sans le fardeau de soutenir les autres. Pour la première fois, je construisais un avenir selon mes propres termes, pas les leurs. En m'installant dans ma nouvelle vie, j'ai réalisé que la famille n'est pas définie par le sang, mais par le respect. Le soutien de Martine, contrairement aux exigences de Pascal ou au dédain de Bénédicte, m'a montré ce que signifiait une véritable connexion.
J'avais passé des années à chercher l'approbation de personnes qui ne m'avaient jamais valorisé. Mais maintenant, je voyais ma valeur. Me lever à la fête, au tribunal, et en partant m'avait libéré.